Aujourd'hui, je propose une synthèse des différents apports de la psychanalyse, et donc d'à peu près plus d'un siècle de psychanalyse autour de l'orgasme. On va commencer par le début, quand Freud établit certains principes de la théorie psychanalytique. Il va proposer ce qu'on va appeler, et qui va être rappelé par cette expression, prima génital. Qu'est-ce que le primat génital? Ce primat génital s'appuie sur une idée qui résume un peu toute la pensée de Freud. C'est l'importance de la sexualité dans le développement psychique de l'être humain. Ceci dit, le primat génital, c'est ce qui se présente au bout de toute une série d'étapes de développement de la sexualité chez l'être humain, qui aboutit à la maturité sexuelle à l'adolescence, où toutes les pulsions partielles vont être mises au service de la pulsion génitale. Et là, il y a deux variables qui vont coexister ensemble. Première variable, c'est qu'il y a un équilibre mental. L'autre, c'est que on obtient la satisfaction du monde pulsionnel dans l'acte sexuel, et donc on obtient l'orgasme grâce avec un partenaire. Sexuel, acte sexuel, orgasme avec un partenaire. Voici les deux variables. Donc je répète, les deux vont ensemble, équilibre mental et obtenir l'orgasme dans un acte sexuel grâce à un partenaire. S'il n'y a pas équilibre mental, on n'obtient pas un acte sexuel satisfaisant, et il y a ce que Freud disait, l'intervention des pulsions partielles. Reich arrivera jusqu'à dire, Wilhelm Reich, qui s'est consacré particulièrement à l'orgasme, arrivera à dire que tout névrosé n'arrive pas à avoir un orgasme satisfaisant. Donc le but est de permettre aux névrosés d'atteindre un orgasme satisfaisant. Ce primat génital, qui avait été accepté par la plupart au départ des psychanalystes et a été mis en première loge dans le courant des relations d'objets, eh bien, par toute une série de psychanalystes dans les années surtout 50, fin 50 et 60 en Amérique, eh bien, vont mettre en crise ce primat génital. Parce que, à travers le compte-rendu de pas mal de patients, ils arrivent à montrer que cette coexistence de variables, eh bien, ne tient pas toujours la route. Car on arrive à plutôt trouver 3 cas de figure qui vont mettre en crise le primat génital. Premier cas de figure, c'est celui-là énoncé dans ce primat génital. Vous avez des personnes avec une maturité mentale achevée qui vont avoir des orgasmes, des relations
sexuelle satisfaisante. Deuxième cas de figure, c'est qu'il y a des personnes, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, qui ont une sexualité, qui ont des orgasmes satisfaisants, malgré des problématiques névrotiques déclarées et bien exprimées, explicitement décrites. Et pour terminer, troisième cas de figure, ce sont des personnes qui ont une maturité psychologique achevée, un bon équilibre psychologique, mais qui décrivent des relations sexuelles, des orgasmes non satisfaisants. Voilà que ces trois cas de figure vont mettre en crise le primat génital. Une petite parenthèse, Lacan, dans les années 50, en France, va lui aussi critiquer le primat génital. Attention, il va plutôt critiquer les psychanalystes qui se réfèrent au courant des relations d'objets, qui vont mettre en premier plan le primat génital, alors que pour Lacan, en relisant les textes de Freud, Freud n'aurait jamais vraiment crédité le primat génital, car pour Freud, la pulsion est acéphale, et reste acéphale pour toujours. Passons maintenant à la phénoménologie de l'orgasme. Il y a différents vecteurs. Un premier vecteur, qu'on va mettre à gauche, c'est l'orgasme en soi. L'autre vecteur, c'est l'orgasme avec l'autre, donc dans la relation avec autrui, l'autre. L'autre de soi. Et ici, l'autre vecteur, c'est le pour soi. Bon, j'utilise des mots de Hegel, mais la référence n'est pas certainement à Hegel, c'est simplement pour faire une description de la phénoménologie de l'orgasme et de voir comment, dans ces différents vecteurs, de voir les différents apports de la psychanalyse. Commençons par l'en soi. Là, on peut mettre... Premier aspect, c'est la description de ce qui se passe au moment de l'orgasme, qui avait été fait par Freud, où là, il va l'expliquer en termes de réduction de la tension. Donc, il y a une tension très forte qui se produit. L'orgasme correspond à une réduction rapide de cette tension qui donne une jouissance, qui donne un plaisir très fort. Et là, Freud va faire confluer deux tendances, la pulsion de vie, Eros, qui veut prolonger toujours ce moment du plaisir, et Thanatos, qui est le moment de la réduction, la point de la réduction, où on arrive à un état qui est de absolu repos. Donc, Eros, Thanatos. Ça, c'est Freud. Ensuite, il y a d'autres psychanalystes, et surtout un psychanalyste kurde, Eisler, qui écrira un article en 1958, qui a été repris par plusieurs psychanalystes américains dans les années 60, qui va plutôt s'intéresser à l'aspect de l'extase de l'orgasme. Car l'autre aspect, qui est l'aspect de cette expérience qui se rapproche à ce qu'on pourrait appeler l'extase.
Et là, Eisler, c'est écrit comme ça, va dire que l'orgasme est l'expérience qui a le pouvoir de confirmer, d'assurer, de créer la conviction. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh bien, c'est une expérience unique qui, et cela s'insère un peu dans la mouvance américaine d'intérêt vers le moi, qui va donner cette certitude très particulière à l'être humain, qui est une certitude émotionnelle. Alors qu'il y a la certitude rationnelle qui peut se résumer avec la phrase célèbre de Descartes, « Je pense donc je suis », dans le domaine dans le vécu, dans la perception de l'orgasme, il y aurait une certitude, mais d'un point de vue émotionnel. On pourrait synthétiser avec une phrase en répliquant Descartes, mais avec la jouissance, « Je jouis, donc je suis ». Et donc, cette certitude participe, au même rang que les certitudes rationnelles, participe à notre confirmation d'exister. Mais beaucoup plus forte, parce que c'est une certitude émotionnelle. Voyons maintenant du côté de l'autre de soi, c'est-à-dire de ce qu'on appelait le primat génital, c'est cette rencontre avec l'autre, c'est la recherche d'un orgasme avec l'autre. Freud mettra effectivement beaucoup l'accent sur ce type de recherche d'orgasme qui correspondrait à une certaine maturité. Et à ce sujet, Freud fait une remarque assez intéressante au niveau de l'histoire de l'Occident, c'est que dans l'histoire, on retrouve dans le monde grec un accent qui a été mis beaucoup plus sur l'en-soi, c'est-à-dire sur la recherche de l'orgasme en soi, indépendamment, ou en tout cas sans bien mettre l'accent sur l'autre. Alors qu'avec le christianisme et la suite de notre histoire occidentale, l'accent va être mis de plus en plus sur l'objet. Alors, répétons en une phrase, dans un premier temps, dans le monde grec, on retrouve surtout l'accent mis sur la pulsion. Ensuite, dans le monde chrétien et moderne, l'accent est beaucoup plus mis sur l'objet. Bon, laissons tomber maintenant les dernières décennies, que là, il y a plutôt un équilibre peut-être entre les deux. Mais limitons-nous à cette phrase de Freud. Et voyons maintenant du côté de la recherche de l'orgasme grâce à l'autre. Là, il y aurait une recherche de non seulement partager la propre jouissance, mais de pouvoir jouir ensemble avec la jouissance de l'autre. C'est vouloir la rencontre de la jouissance de l'autre. Également, l'idée de pouvoir faire un avec l'autre. Eh bien, ces deux aspects ont été surtout analysés dans les détails par Lacan, en France, qui montre comment ces deux recherches, en fait, sont un leurre, et c'est ce qu'on n'obtient pas dans la recherche, dans l'orgasme avec l'autre. Un, c'est que chacun et la nature n'a pas fait en sorte que les deux orgasmes puissent
se présenter ensemble. Et l'autre aspect, c'est l'idée de faire un avec l'autre, eh bien, c'est un leurre car c'est ce qu'on n'obtient pas. D'autres aspects de cette rencontre avec l'autre ont été mis en évidence par d'autres psychanalystes. J'avais déjà consacré une vidéo à ce sujet, les paradoxes de l'orgasme, comme l'avait fait remarquer par exemple Balint ou d'autres psychanalystes. Il y a un paradoxe, c'est que quand on obtient, donc quand on est dans l'acte sexuel avec le partenaire, on pense fortement à l'autre. Quand on obtient l'orgasme, eh bien, l'autre tend à disparaître. Donc on pourrait dire que ici, il y a la recherche donc, de cette rencontre avec l'autre, de jouir avec l'autre, que de voir surgir la jouissance de l'autre, et de pouvoir faire un, et malheureusement, cela ne se présente pas. Voyons maintenant le pour soi, c'est-à-dire les effets, que ce soit de l'en soi ou de l'autre dans soi, l'autre de soi, sur soi-même. Là, il y a fondamentalement trois visions. La première, c'est la satisfaction d'avoir obtenu l'extase, une confirmation, une affirmation, une création de soi-même dans cette certitude émotionnelle. L'autre qui avait été mis en avant par Feignikel et par d'autres psychanalystes, dans cette vidéo je mentionne quelques psychanalystes, mais il y aurait une quantité énorme de psychanalystes à mentionner. Feignikel par exemple, l'orgasme pour lui amène à une complétude, une maturation ultérieure de soi avec l'autre. Et là il y aurait toute des aspects à ajouter dans cette expérience de l'orgasme avec l'autre dans le couple, où le couple se réaffirme, on se sent progresser dans propre histoire avec l'autre, on voit la relation de couple se confirmer dans l'orgasme, etc. Donc on pourrait résumer, premier aspect, c'est l'expérience de l'extase, de confirmation de soi, une affirmation émotionnelle. Deuxième aspect, c'est confirmation du couple dans ce qui est le processus de tendresse et amour. Et troisième, c'est l'aspect qu'on avait vu ici de l'en soi qui réapparaît, ce dernier de Thanatos, du repos absolu. Et c'est surtout cet aspect-là qui sera repris par Lacan. Et dans le séminaire sur l'angoisse, Lacan mettra en avant comment dans cet orgasme qu'on obtient, il y a une pointe d'angoisse parce qu'il y a cet aspect de ne pas pouvoir atteindre l'un et donc de se retrouver avec la castration. Voilà, pour terminer cet exposé très synthétique sur les apports de la psychanalyse sur cet argument qui est l'orgasme, complétons avec l'orgasme la différence d'orgasme entre homme et femme. J'avais déjà consacré une vidéo sur l'orgasme féminin, ici on va voir de manière très résumée. Or, pour Reich, il n'y avait pas de différence entre l'orgasme d'un homme et d'une femme. Étrangement, c'est un aspect qui est confirmé
par certains experts du domaine de la neuroimagerie qui s'occupent de l'orgasme, qu'il n'y aurait pas effectivement une différence entre l'orgasme masculin et féminin. Pour d'autres et pour la plupart des psychanalystes, et aussi pour certains experts du domaine de sexologues aujourd'hui, il y aurait une différence entre l'orgasme féminin et masculin, parce que l'orgasme féminin, eh bien, devrait être divisé en deux. On devrait parler de deux groupes d'orgasmes. L'orgasme qui provient du clitoris et l'orgasme qui provient du vagin. Donc, je répète, au sujet de cette différence entre deux types d'orgasmes chez la femme, avait été mis en avant déjà par Freud et par plusieurs psychanalystes, a été mis en crise pour la première fois par Schaeffer dans les années 60, qui avait montré comment le clitoris est comme un iceberg, la pointe, mais en dessous, il y a tout un organe qui est bien plus grand que l'organe masculin. Il y a vraiment un pénis, et la jouissance se produit seulement au niveau du clitoris. Et cette idée a été appuyée par la suite par pas mal de personnes qui se sont occupées de la sexualité, et qui est aussi convalidée par des études neuroscientifiques. Du côté de la psychanalyse, eh bien, on pourrait résumer en quelques mots la plupart, la grande majorité des patients qui ont décrit, des femmes qui ont décrit leur type de jouissance, eh bien, on retrouve toujours une distinction entre deux types de jouissance. Une jouissance qui est localisée, oui, celle qui s'origine à partir du clitoris, et l'autre type de jouissance qui est plutôt décrite comme irradiation et qui s'origine à partir du vagin. Donc on peut bien dire qu'il y a, à partir d'une description phénoménologique subjective des expériences d'orgasme par les femmes, une différence d'orgasme à partir d'une qualité différente, d'une durée différente et d'une localisation différente. Et pour terminer, on pourrait voir dans cette différence matérielle, descriptive, subjective, matérielle pour dire de localisation et subjective pour dire de durée, d'intensité, de qualité, d'y voir aussi l'écho d'une différence que Lacan avait creusée surtout vers la fin de son enseignement des séminaires, une différence entre une jouissance phallique et une jouissance autre. Mais cela mériterait une autre explication et un autre développement théorique. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.